Prenons l'exemple professionnel d'Olivier, dans lequel je pense que beaucoup se reconnaîtront, ou du moins reconnaîtront des proches. Olivier entretient des relations conflictuelles avec ses supérieurs hiérarchiques dans son travail, ainsi qu'avec la plupart de ses collaborateurs, toujours à peu près pour les mêmes raisons. Année après année, Olivier attend une reconnaissance pour le temps et la qualité du travail fourni, d'autant que les dossiers qu'il remet à sa hiérarchie se font au détriment de son temps privé, de son bien-être et de ses loisirs. Au lieu de ramener la bonne humeur à la maison, Olivier a l'habitude de passer une partie de ses week-ends avec ses dossiers, ses mails, pour lui rompre à la même occasion son entourage avec ses soucis personnels. Cette indisponibilité, sa tension et son incapacité à se détendre lui sont reprochées par l'entourage. Il l'entend et le comprend, mais ne modifie rien, s'auto-persuadant qu'il n'a pas le choix et se positionnant ainsi en victime et en incompris. Compte tenu de son sacrifice, Olivier estime qu'il a au moins droit à la reconnaissance de sa hiérarchie ou de son administration, mais il ne l'obtient pas, du moins jamais comme il le souhaiterait. Il en éprouve au fil des ans une rancœur non dissimulée, notamment lorsque de jeunes fruitiers emportent une promotion ou bien reçoivent une reconnaissance qu'il aurait aimé obtenir pour lui-même en récompense de ses efforts. Et après, les années passent et le scénario se répète. Et le frustre, bien sûr. Cette situation ordinaire parlera à beaucoup. Deux questions se posent. Premièrement, pourquoi Olivier se retrouve-t-il dans ce cercle infernal d'ouvre sur le plan personnel? Deuxièmement, comment en sortir? Dès le départ, Olivier a idéalisé l'autorité. C'est compréhensible d'ailleurs, car nous sommes historiquement habitués aux hiérarchies parentales, nobiliaires, spirituelles ou militaires, et aux rapports de classe. Nous avons vénérer des rois, des reines, des princes, des prêtres, des présidents, des maîtres et des leaders, des figures familiales et ainsi de suite, depuis que l'humanité existe. En entrant dans cette entreprise ou administration, Olivier valide a priori, sans réserve, les strates d'autorité et les différences de salaire. Au fond de lui, même s'il ne l'avoue pas, il compte bien profiter de ce système en cours de carrière, c'est-à-dire gagner plus en progressant sur l'échelle sociale des salaires, des faveurs et de la reconnaissance. Le principe hiérarchique fonctionne grâce à un système de récompense à l'obéissance. Par exemple, des médailles, un salaire, une reconnaissance sociale, une stabilité financière, des primes et avantages divers. Si la hiérarchie présente l'avantage de structurer et d'organiser le vivre ensemble en répartissant les responsabilités, en contrepartie, elle peut vite se transformer en outil de domination et de coercition légale. Ainsi, le général, sur ordre d'un chef d'État, donne l'ordre aux soldats et au peuple d'attaquer et de mourir pour une nation. Des parents décident pour l'enfant de sa carrière, contre son avis, mais pour son bien. L'animal étant entériné par une idéologie dominante comme inférieur, on peut donc le traiter avec cruauté, et ainsi de suite. Revenons à la situation d'Olivier. Il est invité, via cette expérience professionnelle, à reconsidérer de gré ou de force, j'ai envie de dire, son adhésion et sa soumission au principe de l'autorité hiérarchique. Et probablement, la situation perdurera jusqu'à ce qu'il trouve en lui, et pour lui, la meilleure régulation possible. Dans tous les cas, cette expérience l'invite à quitter son vêtement de victime et à regarder autrement ce qu'il vit, par exemple comme un acteur volontaire de ce qu'il est en train de vivre. Si rien ne change dans sa vision, ses obligations professionnelles seront de plus en plus pesantes et insupportables. Il souffrira du manque de reconnaissance, de sa faible augmentation de salaire par rapport à ses ambitions, d'une possible surcharge de travail, le favoritisme entre collègues, etc. Bref, que ces mésaventures soient réelles ou fantasmées, avérées ou non, objectives ou subjectives, c'est à travers ce prisme de victime qu'Olivier percevra les choses. S'il vit cela des années durant, c'est souvent parce qu'il attend une reconnaissance de l'extérieur. Or, cette attente cache son propre manque d'estime personnelle, qui est le nœud à dénouer. Au nom du mérite, il a fragilisé son unité intérieure, perdant peut-être à jamais le lien de partage avec ses proches. C'est une sorte de maltraitance, en fait, qui s'est infligée à lui-même. Plus positivement, les tourments professionnels d'Olivier le poussent
à rechercher son unité, son estime de lui. Le jour où il comprend que ses croyances fractionnent sa personne, quel est le délit du souverain qui sommeille en lui et qui est le seul à détenir l'autorité suprême sur son incarnation, alors celui que j'appelle le funeste s'éloigne et cède la place devant l'unité retrouvée d'Olivier. Cette unité retrouvée s'appelle l'amour de soi. En supposant qu'Olivier continue son parcours professionnel entouré des mêmes personnes, si l'amour de soi revient, il est probable qu'il vivra la même situation bien différemment et beaucoup moins dans la souffrance. Il peut aussi envisager de changer de chemin professionnel. En quittant son rôle de victime, il réalise que la douleur ressentie dans son expérience professionnelle venait moins finalement de sa hiérarchie stricto sensu que de la souffrance d'avoir laissé derrière lui ses valeurs, son idéal et son harmonie intérieure. Alors, première remarque et une précision, ce n'est pas le principe hiérarchique qui est en cause ici. C'est la relation qu'Olivier entretient avec lui et qui nécessite un réajustement afin qu'il vive son travail dans l'apaisement. C'est le sens et l'importance qu'Olivier donne à la hiérarchie dans le cadre de sa profession et surtout ses attentes qui doivent être revisitées et appréhendées sous un nouvel angle. Deuxième remarque, la morale de l'histoire est que le funeste revêt les habits de nos croyances pour nous atteindre, car elles sont à la fois notre moteur et notre tendon d'Achille. Les croyances nous portent, mais elles deviennent souvent la cause d'une rétrogression. Troisième remarque, une cession importante et répétée de nous-mêmes au profit d'un principe ou d'une croyance limitante nous rend vulnérables psychologiquement et physiquement. Cela peut aller jusqu'à la maladie, voire la mort qui est l'ultime manifestation du funeste. Alors, puisqu'il est là, je vais laisser à mon fils le soin de conclure, parce que je trouve que la voix d'un enfant est tout à fait appropriée. Et allez, vas-y. L'idée que le travail pénible, labeur, ouvre la porte du mérite est une croyance qui fait naître une autre croyance, celle du démérite. Le démérite, c'est la punition qui m'est infligée à moi, l'enfant intérieur. C'est à moi que l'on dit, tu es puni, tu ne mérites pas ça ou ça. En réalité, tous les avantages matériels ou honorifiques ne remplacent jamais les joies que moi, l'enfant divin cosmique, je peux apporter. Je détiens le secret de ta capacité à renaître. L'enfant divin, c'est moi. Je suis l'architecte du monde naissant. Et, pour moi, tout est possible. Je suis ton privilège. Je connais assez le funeste pour te dire qu'il n'est pas toujours une figure démoniaque sortie de l'enfer. Il est ton obsession personnelle, reliée à une croyance limitante. Il est une fréquence. Qu'es-tu? C'est ton idée invasive, soutenue par ton mental et ton ego. Lorsque moi, le divin enfant, est mis en quarantaine et qu'on ne me laisse plus la parole, alors ton enfer est en roue libre. C'est comme si tu lui accordais un laissez-passer. Et quand ce laissez-passer se déploie à l'échelle collective, il prend l'apparence de guerre meurtrière, de contre-vérité, de lutte de pouvoir. Il se perpétue dans les meurtres que tu vois, les viols, les dominations et les perversions de tous ordres. Alors, du fond de mon placard, je n'attends qu'une chose. Que tu me redonnes la main afin de changer les choses.